Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous y sommes dans le monde d'après. Vous voyez les différences? Mais si, à y regarder de près, et si on laisse de côté évidemment le sujet du télétravail, qui s'est imposé comme un premier acquis social généralisé avant même d'avoir été négocié, et quand on regarde de près, tout a changé. Les signaux faibles d'avant Covid sur la révolution de l'envie d'être sont devenus des signaux forts. La majorité des personnes aujourd'hui, regardez autour de vous, veulent reprendre leur vie en main. La génération Z, celle née après 1994, investit pleinement l'espace avec ses doutes, ses émotions, ses attentes, tellement différents de celles des générations précédentes. Pour preuve, je vais vous prendre 3 éléments. Elle est convaincue, 1, d'être la première génération à avoir moins de chance que ses parents. 2, que procréer, avoir des enfants, relève presque d'un acte égoïste face à l'état de la planète et de la surpopulation. 3, que la parole des acteurs leaders, qu'ils soient politiques, religieux, entreprises, que cette parole, elle sonne faux. Cette génération est sûrement la génération du chaos, dont émergera progressivement un nouvel ordre humain. Elle trace sa route, en dehors des canons standards, au point d'ébranler, bien évidemment, les organisations traditionnelles, à commencer par celles des entreprises. Cette vision n'est pas excessive ou caricaturale, car il faut avoir conscience du Big Bang émotionnel qui se joue depuis une quinzaine d'années un peu partout dans le monde et en particulier en France. Mais cette génération n'est pas la seule à espérer un autre monde. Elle n'est pas la seule à vouloir prendre son destin en main. Tout le monde s'accorde à rejeter la langue de bois des entreprises, alors qu'en parallèle, le monde des influenceurs en tout genre explose, évidemment avec son lot de fake news, bien évidemment. La surexposition, le nombrilisme, l'individualisme deviennent une forme nouvelle d'éthos, alors qu'il est admis que tout le monde est en quête de plus de solidarité et de partage. Dans ce tohu-bohu, l'entreprise et ses managers génération X, Y sont quelque peu déboussolés. Comment donner du sens pour fédérer, pour mobiliser, mais aussi attirer? Et si la réponse se trouvait dans l'altruisme? Alors attention, bisounours, s'abstenir bien sûr. Mais si l'altruisme venait au secours des dirigeants, pensez que c'est un antagonisme ou c'est un miroir de la réalité? Les notions de confiance et d'authenticité vont se mettre justement en miroir de l'entreprise éclatée au profit de l'entreprise culturelle. Des liens nouveaux sont à créer. Dans la pensée populaire, mais aussi souvent dans la réalité des faits, le pouvoir ne laisse que peu de place à l'altruisme. C'est même l'expression d'une faiblesse pour des dirigeants dressés à être des killers du management. Entre leadership altruiste et marketing de l'altruisme, pour certains, la différence est mineure, piégés qu'ils sont par le cynisme des organisations et des cultures. Pour d'autres, bien au contraire, l'altruisme est une voie de réalisation de soi au service des autres, loin des discours lénifiants sur le bonheur béat qu'on nous sert au quotidien. Le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, sorti il y a quelques années, sous-titré « La force de la bienveillance », a largement contribué à populariser cette notion, jusque-là réservée à des sphères extérieures à l'entreprise, mais il a aussi indirectement créé un amalgame avec des mots devenus aujourd'hui tendance, comme la bienveillance, la gentillesse, le bonheur, mis un peu à toutes les sauces. Mais rares sont en effet les raisons d'être des entreprises sans une dose de quête du bonheur, en écho aux politiques RSE qui sont devenues, acceptons-le, le réceptacle de toutes les bonnes intentions. Pourtant, en ne distinguant pas le sens des mots, on se prive de la portée même de leur force, allant même jusqu'à se détourner de leur mission. C'est le cas justement de l'altruisme. En effet, l'altruisme n'est pas un fait ou un objectif, mais bien un état d'être, un choix de vie pour soi, pour les autres. Il est de ces mots mères qui donnent vie aux autres. Dans le monde professionnel, le pouvoir s'exerce avant tout pour soi, pour l'affirmation de soi et la défense de son territoire et de ses intérêts, rarement dans la prise en compte de l'autre. Bien sûr, la posture du politiquement correct peut donner l'illusion de la considération de l'autre, mais trop souvent, illusion fait loi dans ce domaine. Pourtant, le mot pouvoir est autant un nom qu'un verbe d'action. L'un est statut, l'autre est volonté. Du latin pos, je suis maître de, verbe et nom induisent une notion de conquête, d'emprise, de volonté aussi. Le tout est de décider du sens de l'action. Le mot pouvoir est un mot qui caractérise l'humain depuis toujours. L'altruisme, de son côté, est un mot récent, 19e siècle, sous la plume d'Auguste Comte,
qui, dans son ouvrage Catéchisme positiviste, 1852, va dire, pendant la phase dite religieuse du positivisme, il ne va pas chercher d'étymologie lointaine, mais souligne le contraire d'égoïsme. L'altruisme est d'abord une générosité libre et gratuite, libérée des contraintes, des ordres et des hiérarchies sociales, au point de s'afficher contre l'ordre dominant d'essence politique et ou religieuse. Accéder au pouvoir est souvent une course de fond qui démarre très tôt et qui assimile, dans la plupart des pays occidentaux, en particulier en France, le pouvoir à la réussite. Les notes, les classements, les sanctions, les titres, les statuts. Le pouvoir, sous prétexte de tirer vers le haut, a une propension surprenante à rendre schizophrènes les humains éligibles. Sans parler des recalés du pouvoir qui alimentent les bataillons d'invisibles du système. Or, cette logique-là est mise à mal par celles et ceux qui veulent prendre ou reprendre en main leur destinée. Deux maîtres mots font écho aux besoins d'altruisme aujourd'hui. La considération et la confiance. Deux mots simples, emplis du bon sens, qui fait tant défaut dans les rapports humains en entreprise. La considération, car personne ne veut vivre dans une vie anonyme et tout le monde espère être considéré pour ce que l'on est dans son exclusivité. Être considéré, c'est exister. La confiance, car comment peut-on espérer faire communauté ou tribu sans confiance? C'est impossible. C'est le postulat de la relation, la confiance. La confiance est fragile. Ça ne se décrète pas, mais ça se mérite, ça se travaille tous les jours. La meilleure des illustrations dans le monde professionnel pour traduire ce déficit en cascade de confiance et de considération est d'observer le mode de vie des comités de direction. Là où l'exemple est censé partir d'en haut, eh bien, c'est mis à défaut. La plupart des membres d'une équipe de dirigeants ont généralement mené carrière dans une filière métier. On croise rarement des baroudeurs de la vie dans des comités de direction, mais plutôt des premiers de classe. Pour y arriver, il a fallu souvent jouer des coudes, rarement se serrer les coudes avec les autres. Une fois assis autour de la table, le Graal, ce lieu magique où tous décident, qu'observe-t-on? La plupart du temps, chaque dirigeant crée son territoire, ses équipes, bâtit des murs autour de lui. Comme tous les animaux, l'homme marque son territoire. Côté équipe de direction, rares sont les moments de vie partagés. Rare est la fusion des cœurs. Alors c'est pas de l'angélisme que de parler comme ça. C'est simplement que si on veut servir d'exemple, il faut être dans l'action du cœur. Peu d'équipes de direction font véritablement corps, unis comme les doigts d'une main. C'est plutôt l'inverse. Lutte de pouvoir, d'influence, jeu de séduction et d'éviction, manque de solidarité et d'exemplarité. Le tout, bien sûr, constaté par les équipes qui ne se privent pas d'en rajouter. Il faut distinguer les différentes formes d'entreprise, bien sûr, mais mon expérience de plus de 30 ans d'accompagnement de comité de direction ne peut que témoigner du cloisonnement et du manque de solidarité persistant au sein de ces organes de pouvoir. L'altruisme est un mot quasi inexistant au sein des équipes dirigeantes et du langage entrepreneurial et managérial. Et c'est bien dommage. Pourtant, diriger n'est pas une récompense, mais bien une mission. Acquérir le droit de diriger confère des devoirs bien plus humains qu'exclusivement économiques ou liés à des compétences techniques. On accède à la plus haute fonction pour se mettre au service des autres et de l'intérêt collectif, et non pas uniquement des actionnaires. Contrairement aux formes de pouvoir dictées par l'ego, le vrai pouvoir incarne une ambition, une vision et même une spiritualité. Attention, parler spiritualité n'est pas ici un sujet de religion ou de dogme quelconque, bien sûr. Il s'agit bien d'affirmer l'humain qui est derrière le titre et la fonction, et bien d'affirmer aussi l'ambition humaine du collectif. La confiance ne se bâtissant que sur des rapports francs et honnêtes, et bien sortir du moule préfabriqué du cadre dirigeant type, utilisant tous les ressorts sémantiques classiques du pouvoir, est aujourd'hui essentiel pour espérer être crédible. Celle où celui qui confond le job avec son être intime devient une caricature de lui-même, et à ce titre, une caricature pour les autres. Il est comme tous les autres. Il ne tombe jamais le masque. C'est une bête à sang froid. Il n'y a que les chiffres qui comptent. Il ne fait pas de sentiments. Bref, toutes ces formules, vous les avez tous entendues et elles se développent de plus en plus. Toutes ces formules, je les entends quotidiennement de la part des salariés, cadres comme non-cadres, qui parlent de leur patron. Mieux, la plupart des grands dirigeants n'ont même plus de patronyme.
Ils sont identifiables par leur initiale, devenue une sorte de code statutaire. AL, OJ, ML, OD. Inconsciemment, je ne suis que la synthèse de ce que je suis vraiment, le paraphe de mon identité. Une fois au sommet, la mise en perspective du monde donne pourtant une plus grande acuité sur le relief de la vie. Savoir d'où l'on vient donne du sens à la position et non l'inverse. Dans son livre « Qu'est-ce qu'un chef ?», le général Pierre de Villiers dimensionne le sens du pouvoir en plaçant l'homme au cœur de tout et fait du sens du verbe aimer le pilier de toute relation de confiance. Le pouvoir de l'empathie et du cœur est bien plus fort que celui de la puissance et du contrôle. On l'a vu récemment avec la pandémie. Le cimetière des dirigeants copiés-collés est plein de noms oubliés qui n'ont laissé aucune trace, aucun souvenir. Je suis sidéré à quel point on s'efforce dans les entreprises de tourner la page, d'oublier un tel ou un tel. Les dirigeants passent et rares sont ceux qui laissent une empreinte qui, comme on dit, imprime le cœur des gens. Que leur manque-t-il ? Et que faut-il pour que le leadership du cœur soit une grille de lecture offerte aux parties prenantes? Un sens de vie avant tout. Un sens de vie avec et pour les autres. Un dirigeant n'est pas un contrôleur de gestion, il a charge d'âme avant tout. L'ultime talent, le don de soi, se donner aux autres pour qu'à leur tour, ils révèlent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça l'enjeu. En clair, c'est être capable de faire de la place en soi pour accueillir l'autre et les autres. Et pour autant, il faut travailler sa propre intériorité, bien évidemment. L'altruisme devient alors non pas une posture du pouvoir, mais une manière de vivre avec et pour les autres. Eux seuls donnent le vrai sens du pouvoir, à savoir être utile. Le trait d'union entre pouvoir et altruisme, c'est l'humilité, bien évidemment. Romain Cristofini, dans son dernier ouvrage, L'intelligence spirituelle au cœur du leadership, valorise justement une notion de plus en plus développée dans les cursus de développement du leadership, la mission de vie. Ce n'est ni un projet concret à mener, ni un résultat à atteindre, c'est une direction à suivre, un chemin sur lequel se déroulent vos actions. Cette mission ne peut avoir de sens qu'avec les autres, bien évidemment. Ce fameux goût des autres, le goût des autres, il est le corollaire du don de soi. Il confère au pouvoir un supplément d'âme que l'on peut justement nommer altruisme. On le retrouve chez les leaders inspirants actuels qui, dans le tumulte du monde, semblent ne jamais dévier de leurs valeurs ni de leurs rêves. Ils inscrivent leur action dans une quête d'accomplissement existentiel, si nourrissante qu'elle n'est tout simplement pas négociable au nom des autres, justement. Très peu de femmes et d'hommes de pouvoir sont capables d'énoncer avec conviction une mission de vie qui leur soit personnelle, n'ayant tout simplement pas pris le compte de réfléchir à leur sens profond, à leur, encore une fois, leur intériorité. La plupart ne s'étant jamais autorisés à la rechercher, même si nombreux sont à avoir travaillé sur leur profil, bien sûr. Mais quel est leur moteur intime, leur moteur de vie? Au service de quoi d'essentiel mettez-vous vos qualités et vos talents? La réponse s'impose. Les autres, encore une fois. Un vrai leader est habité par une intention qui guide son existence malgré les aléas de la vie et qui met en cohérence ses actions de vie. Cette mission-intention de vie est inspirante pour soi, pour les autres, et va bien au-delà des petites frontières de notre petit moi. Le pouvoir devient guide, l'altruisme est son langage. L'altruisme fait de chaque personne, client, candidat, salarié, partie prenante, l'alpha et l'oméga de la parole donnée. Il développe une conscience humaine qui seule peut connecter toutes les générations. Encore faut-il que cette conscience soit portée par une raison d'être authentique et non insipide, comme la plupart de celles qui s'étalent sur les sites corporels des entreprises. L'altruisme renvoie à l'intelligence émotionnelle du leader, qui s'ouvre ainsi aux envies d'être qui l'entourent. Lui-même a la maturité, l'intelligence émotionnelle et le courage d'apparaître dans sa vérité profonde d'humain, et non le miroir déformant de son statut et de ses responsabilités. L'altruisme a un effet libérateur pour le leader, qui ne cherche plus à plaire ou à convaincre, mais à embrasser et à encourager. Après des années de stratagèmes managériaux, souvent inspirés des pitreries californiennes, comme les Chief Happiness Officers, l'enjeu est de faire vivre le sens commun de la tribu entreprise. L'altruisme est l'expression de l'authenticité tribale. Dans les années à venir,
le rééquilibrage entre valeurs masculines omniprésentes en entreprise depuis le XIXe siècle et les valeurs féminines croissantes dans les sociétés civiles depuis une quarantaine d'années va faire évoluer tous les paradigmes de manifestation du pouvoir. La génération Z ouvre la voie, suivons-la en toute confiance et osons faire de l'altruisme un pilier du leadership de notre époque. Merci à tous.